tout ça est lié à l'idéologie donc de Jérémy Rifkin et la troisième révolution industrielle qui prédit aussi la fin du travail, puisqu'évidemment l'idée derrière, c'est qu'on est dans une nouvelle révolution industrielle. Donc la première, c'était tout ce qui concernait donc le charbon et les machines à vapeur, donc qui a permis de développer l'industrie. Et ensuite, donc on est passé au pétrole et à l'électricité au XXe siècle. Et aujourd'hui, donc, il y a une nouvelle révolution qui est en cours, et qui est bien avancée, comme on a vu, avec, même si on n'est pas au courant, sur justement les machines pensantes, donc, qui brassent des données, l'intelligence artificielle, les robots et tout ce qui est des logiciels et ordinateurs ultra sophistiqués, qui vont créer donc une croissance différente, donc avec une nouvelle ressource qui sont les données. Et en effet, notre ministère actuellement s'appelle le ministère de la transition écologique et solidaire. Et ce qu'il faut savoir, la dernière fois je ne l'ai pas détaillé, mais c'est que tout ça en fait est mis en place, alors hop, voilà, par une loi qui a été votée donc, en 2015 par Ségolène Royal, donc l'ex de M. Hollande, qui a été donc, au ministère de l'Environnement et qui a fait, donc ils ont fait voter en 49.3, je ne sais pas, mais en procédure accélérée, la loi sur la transition donc, énergétique, non pas écologique, mais énergétique, et la croissance verte. Voilà. Et en fait, c'est cette loi donc, qui est faite. Donc, on voit le petit logo, le nouveau modèle français énergétique, avec en bas donc, tout ce qui est noir, gris, industriel, et puis en haut, les éoliennes vertes, très toutes jolies. Donc, elle prévoit cette loi, alors si vous allez jeter un coup d'œil dessus, elle est longue, mais en premier, donc, les taxations, évidemment, de tout ce qui est énergie fossile, qu'ils appellent carboné, donc l'essence, le fuel, le gaz, tout ça. Donc, où il prévoit qu'il y ait moins, donc avec des objectifs de résultats de gestion. Et par exemple, donc, ils vont passer le fuel, c'est écrit dans la loi, de 15 à 26 € l'hectolitre, donc en 2030. Et donc, toutes ces augmentations, en fait, elles sont planifiées jusqu'à 2030. Alors c'est vrai que dans les médias, ils ne vous le disent pas comme ça, oh, encore une augmentation. Mais voilà, tout ça sont dans ces documents publics. Ensuite, donc les axes, notamment, je ne les ai pas tous mis évidemment, mais les axes qui sont les derniers, donc c'est l'énergie décarbonée par rapport à ça, donc où il y aurait 32% d'énergie renouvelable en 2030. Vous avez la maîtrise de l'énergie, donc c'est là qu'il y a les compteurs Linky, les compteurs Gaspard, les biomasses, l'économie circulaire, c'est-à-dire ces systèmes autorégulés de l'énergie qui permettent donc de maîtriser la consommation, donc par ces dispositifs-là. Les bâtiments, donc tout ce qui concerne les isolations, les BBC, là, les basses consommations, les transports, alors avec les voitures électriques, donc il est prévu qu'il y ait 7 millions de bornes électriques qui soient installées d'ici 2020-2030, les voitures autonomes, donc connectées, les transports par câble, donc on retrouve pour Grenoble avec Poma qui est à côté et qui est spécialiste des remontées mécaniques, donc c'est modulaire qui va être fait, donc c'est pour les transports par câble dans les smart cities, les vélos, les restrictions de circulation, donc qui sont aussi fortement conseillées donc, au niveau de la pollution. Donc, les macarons là qu'on a, donc selon les jours, tel véhicule n'a pas le droit de faire, d'ailleurs à Paris aussi beaucoup.
et qui du coup impose aux gens de changer de voiture quelquefois ou de trouver d'autres solutions. Le contrôle technique renforcé, donc là qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, avec beaucoup plus de points de contrôle. Et les plateformes collaboratives aussi pour les voitures partagées et tout ça. Ensuite, l'économie circulaire concernant tout ce qui est déchets, donc de travailler sur les emballages, le recyclage des déchets. Et les énergies renouvelables, donc le solaire, l'éolien ou même l'hydrogène, dont on parlait un petit peu moins, mais qui est noté là-dedans. Donc ça, c'est un cadre de loi qui est en vigueur et qui participe de l'économie, donc de la transition énergétique, mais qui est chapeauté par le ministère de l'écologie. Et en effet, par rapport à tout ce qui concerne le vert, l'écologie et en tout cas sauver la planète. Alors, le smart grid, qu'est-ce que c'est? Le smart grid, en fait, c'est un système qui est automatisé et autorégulé par des supercalculateurs et qui décentralise complètement l'énergie. C'est-à-dire que c'est plus EDF qui s'en charge, mais c'est les utilisateurs sont aussi des producteurs. Ils ont leurs propres panneaux solaires sur le toit ou d'autres systèmes ou éoliennes qui leur permettent de créer de l'énergie. Et donc tout ça est renvoyé dans le circuit avec donc aussi des éoliennes et des centrales, des panneaux solaires. Et tout ça est géré par un supercalculateur là qui, parce qu'il y a un truc particulier avec l'électricité, c'est qu'on ne peut pas la stocker. Donc il faut qu'elle soit constamment en mouvement. Vous avez EDF qui est réparti, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un allume un bouton, il faut qu'il y ait l'énergie qui soit disponible pour l'allumer. Et donc là, il y a un supercalculateur qui, en fonction de tous ces paramètres-là au niveau décentralisé, s'en occupe. Ça a été la première expérimentation sur ce type de choses en France, ça s'appelle Greenlease et ça a été expérimenté sur Grenoble et sur Lyon. Vous avez, je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, je crois que c'était 400 foyers qui ont expérimenté ça et donc qui est à disposition. Donc ce grand calculateur savent ce que vous consommez, etc. Évidemment, pour faire ça, il faut ces fameux compteurs Linky qui permettent de réguler la consommation. Et autre chose qui est importante à dire par rapport à ça, c'est que ce grid, ça s'appelle ça le smart grid, donc la régulation automatisée de l'énergie. On avait un pôle de compétences très important. On avait avec Alstom, la France était un pôle de compétences au niveau du grid. Et c'est pile la branche énergie qui a intéressé General Electric en 2014. Et M. Macron a autorisé General Electric à acheter le grid. On parle plus du nucléaire, etc. Mais j'ai trouvé dans un article de Intelligence économique donc l'inquiétude concernant en effet l'abandon de ce secteur, comme on l'a vu avec la loi, avec l'Union européenne qui est à fond sur la transition écologique, le renouvelable, les compteurs Linky avec des objectifs, la France, alors qu'elle a 10% du marché, donc abandonne ça à General Electric, qui n'en avait que 3% du marché, donc maintenant 13. Et voilà, donc apparemment il y a d'autres instances qui s'en occupent aussi, mais c'est quand même un pôle très inquiétant. Et là aussi, M. Macron, qui était à la manœuvre en tant que ministre, a abandonné ce système-là, qui est pourtant le fer de lance de la politique européenne et voire mondiale à ce niveau-là, puisque vous avez même, je crois que c'était la première
ville, donc l'Arabie Saoudite, qui se voulait zéro déchet, etc. Donc ils étaient vraiment, il n'y a pas qu'en France et en Europe, mais c'est au niveau mondial que ce genre de choses se fait. Donc c'est un marché, une croissance verte qui est très lucrative, et donc voilà. Donc qui était sur Alstom. Alors là, d'où vient donc toute cette planification-là? Donc j'ai dit que l'Union européenne avait mis en place le big data, etc. Il faut savoir qu'elle a mis en place aussi une planification à 2050, qui est aussi intéressant à lire, bien que rébarbatif. Mais en fait, ils disent très concrètement qu'il est prévu que d'ici 2050, celui-là, oui, 2050, il est prévu que l'électricité prendra une place de plus en plus importante dans la demande d'énergie, plus 80% environ d'ici 2030, donc c'est quand même pas mal, puisqu'en fait ils veulent remplacer tout ce qui est le fuel, le carbone par l'électricité. Donc on verra tout à l'heure que c'est un peu... parce que l'électricité, on l'a fait à partir du carbone essentiellement, mais bon, j'en parlerai tout à l'heure de l'arnaque qui est un petit peu derrière, enfin en tout cas des choses qu'on ne nous dit pas. Voilà. Et alors, ils disent aussi que la part de l'énergie finale donc, devrait quasiment doubler pour atteindre donc 36 à 39% dans les budgets des ménages. C'est-à-dire que, alors ils disent que ça va coûter plus cher, parce que évidemment, mettre en place ces smart grids, ces trucs connectés, ces internets des objets pour mieux maîtriser l'énergie, changer de voiture aussi électrique pour avoir ça, tout ça, ça va coûter beaucoup plus cher aux ménages, mais bon, voilà, ça devrait se stabiliser aux environs de 2050. Voilà, donc par rapport à ça, il faut savoir que l'Union européenne dispose de la compétence dans ces accords-là internationaux, notamment sur l'écologie et le réchauffement climatique, que c'est elle qui a la compétence et qui a même un pouvoir de rétorsion par rapport à ça. Voilà. Et c'est l'article donc 191 et 192 du TFUE donc, qui lui donne ces compétences-là en lieu et place des États. Et tout ça par l'intermédiaire des régions, donc notamment le comité des régions, donc, qui a été créé à Maastricht pour faire justement que décentraliser les pouvoirs de l'État et faire que ça se fasse au niveau local. Et il faut savoir que les collectivités, enfin les eurorégions, ont la possibilité, de par l'article 263, d'attaquer même les États nationaux auprès de la Cour européenne de justice s'ils ne respectent pas les traités européens. Voilà. Donc, voilà, qui dispose du pouvoir? C'est en effet par rapport à ça l'Union européenne. Alors, tout ça vient, alors plus historiquement, alors ce que j'ai trouvé, c'est le Club de Rome qui s'est réuni à partir de 68. C'était des scientifiques, des entreprises et aussi des économistes et des hauts fonctionnaires qui se sont réunis pour réfléchir à l'avenir du monde. Et en fait, ce qu'ils ont constaté dans le rapport Meadows de 72, qui s'appelle « Les limites de la croissance », ils ont donc défini qu'il y avait des nuisances de ce capitalisme anarchique, donc qui faisait qu'il y avait des pollutions, des épuisements de la ressource, et que donc ça avait des limites et voilà, qu'ils alertaient sur ce domaine-là. Et pour faire ça, ils ont modélisé le monde, ça s'appelle donc ce logiciel de modélisation s'appelle World 3 et l'idée donc c'est de paramétrer tous les facteurs qui interviennent dans ce système là de façon à prévoir
ce qui arrive. Hein. Donc c'est sur le principe de la cybernétique, hein, dont j'ai parlé dans la première conférence, et qui donc modélise le monde par rapport à ça. Vous avez, donc dans celui de 72, a priori, ils ont fait plus un état des lieux, hein, en disant que il y avait des limites, hein, et qu'en effet le constat faisait que c'était un peu inquiétant ce qui se passait. Mais dans celui de 74, qui s'appelle Stratégie pour demain, là il passe un petit peu plus à l'action et préconise un petit peu plus de choses. Et qu'est-ce qu'ils nous disent donc dans ce document-là? Que en fait tout ça doit être régulé par des ordinateurs. Donc ils expliquent bien que la montée en puissance, c'est tellement gros, tellement global qu'il faut des supercalculateurs pour pouvoir gérer tous ces paramètres. Les surpopulations aussi, les ressources, et voilà. Donc ce qui veut dire que par rapport à ça, ils induisent en effet qu'il y a des capteurs qui sont mis en place et tous ces systèmes de façon à ce que ce soit géré informatiquement et que les données qui sont récupérées puissent être gérées automatiquement pour donc réguler l'anarchie et le chaos qu'a généré donc toute cette industrie. Alors, ça a pris, alors ce document sont importants, ils ont notamment été à l'origine du protocole de Kyoto, qui donc a été signé en 97, et qui était, alors il y en avait avant, hein, mais ceux d'avant n'étaient pas contraignants. Bon, par contre, celui de Kyoto, oui, commençait à être contraignant et demander aux États réellement qu'ils s'engagent, avec éventuellement des rétorsions s'ils n'allaient pas. Mais Kyoto n'a pas été signé par les USA, hein, par les États-Unis. Et donc ensuite, il y a d'autres accords qui ont été faits. Récemment, toujours avec Madame Royal, en 2015, ça a été une année assez importante, 2015. Il y a eu la COP 21, dont on a beaucoup parlé, et l'accord de Paris qui a été signé. Alors celui-là, il a été signé par contre par tous les pays, sauf le Vatican apparemment. La Syrie, bon, pas vrai. Puis finalement, oui, elle a signé, là je crois récemment, avec peut-être des aménagements. Mais par contre, Monsieur Trump s'est désengagé. Il a dit non, nous dénonçons et nous nous désengagerons, je crois que c'est en 2020, de cet accord de Paris. Donc par rapport à ça, sur la position très particulière des États-Unis dans ce domaine-là. Alors que c'est eux, les géants du net et le big data, etc., c'est quand même eux qui sont à la manœuvre. Mais par contre, ils ne sont pas pour avoir des contraintes sur leur propre pays, hein, à ce niveau-là. Voilà, donc en fait, on assiste à une planification donc, pour sauver la planète, mais qui ne remet aucunement en cause la croissance financière du système économique qui nous est imposé. Et en fait, c'est un peu ce qu'on appelle le greenwashing, hein, c'est-à-dire que par rapport à ça, ça devient un marché très lucratif de la croissance verte. Et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, la loi sur la transition énergétique, Madame Royal disait que c'était la croissance verte. Voilà, donc l'objectif est clair. Donc pour ça, c'est dématérialisé, planifié grâce aux industriels, hein, comme Eiffage, hein, qui fait le projet de Smart City là, ou Auchan pour Europa City. Et par les géants du net, donc dans une logique qui est décentralisée, hein, donc où ce sont les régions, les villes qui font ça, avec de l'intelligence artificielle qui organise tout ça, et donc on assiste aussi par rapport à ça à la disparition finalement des États, puisque tous les nœuds de pouvoir en fait finalement se décentralisent et se font uniquement par l'informatique et de façon automatisée. Alors,
le titre de cette conférence, c'était justement ça, cette économie numérique dans laquelle on en met, mais finalement, quels sont les impacts pour l'environnement, l'environnement et puis le social aussi, tout ce qui est social, l'humanité, on va dire. Donc, étant donné que c'est lié à la transition énergétique, la transition écologique pour sauver la planète, on pourrait se dire qu'en effet, merveilleux, enfin on s'occupe de sauver les oiseaux, de sauver les abeilles et de enfin ne plus gaspiller de pétrole. Donc c'est ça. D'ailleurs moi je tiens à préciser que je suis de ma famille, ma grand-mère était une des premières pionnières écolo dans les années 70 avec donc Geoffroy, donc le créateur de La Vie claire, etc. Donc j'ai une culture écologie et responsable par rapport à ça depuis longtemps. Donc mon propos n'est pas du tout de critiquer ça, mais au contraire par rapport à ça d'être vigilant sur ce qu'on nous vend en effet comme écologie et quel est l'impact réellement sur l'environnement et sur nos vies et sur les relations entre les gens et les pays. Alors, notamment, j'en ai parlé les dernières fois, je m'excuse pour ceux qui étaient là, hein, mais donc il y a des redites, mais je ne pouvais pas faire autrement. Donc la première chose, c'est que par rapport à ça, cette économie qu'on nous dit dématérialisée, hein, et pour le développement durable, en fait, pas du tout, parce qu'en fait, il faut savoir que l'ADEME, hein, donc, qui est l'Agence nationale de l'énergie française, a fait une évaluation par rapport à ça de ce que coûte hein, en termes d'énergie, tout ça. Et en réalité, donc, vous trouvez ça donc, dans le documentaire France 5, La pollution cachée d'Internet, qui explique comment pour que les mails, enfin les informations d'Internet, les réseaux sociaux et tout ça passe, et la dématérialisation, les clouds, tout ça, ça passe par des réseaux de câbles qui passent sous l'Atlantique, enfin des infrastructures énormes, en plus évidemment les antennes relais et ce genre de choses, et que alors qu'on a l'impression que c'est invisible et que ça ne se voit pas, en réalité il y a des investissements colossaux qui sont faits, il y a tous les travaux qu'ils font sous nos routes, etc., pour passer la fibre, pour passer... voilà. Et donc là ils expliquent très bien donc ça, et notamment que quand on envoie un mail, donc ça c'est l'ADEME qui a étudié, quand on envoie un mail avec une pièce jaune, c'est comme si on laissait griller une ampoule basse consommation pendant 1 heure, en sachant que il y a plus de 10 milliards, donc quand ils ont dit, il y a plus de 10 milliards de mails par heure qui sont faits au niveau mondial et que ça correspond ça à 50 gigawatts-heure, c'est-à-dire la production de 15 centrales nucléaires pendant 1 heure pour 10 milliards de mails. Ou alors ça équivaut aussi à 4 milliards d'équivalents pétrole, tonnes équivalent pétrole, c'est-à-dire 4000 allers-retours entre Paris et New York. Voilà. Donc ce qui donne une idée de rien qu'avec les mails, en sachant qu'après vous avez tout ce dont tu as parlé là, des objets connectés, de tout ce qui est dématérialisé, de tous les clouds, de toutes les vidéos YouTube ou Dailymotion, voilà, de tout ce qui est fait, voilà, ce que ça peut être énergétivore et dont on ne se rend pas compte. Voilà. Alors après, bon, la seconde partie du documentaire, c'est plus pour de la propagande pour Monsieur Rifkin, pour dire que du coup, il ne faut pas faire des tranchées avec la fibre, mais qu'il faut faire avec des ondes et Linky, enfin voilà, tout ça. Mais... et le grid, mais voilà, en tout cas sur cet aspect-là, et ils montrent notamment comment ils ont scalpé aux États-Unis, donc Google, tous les data centers, parce que ce sont les data centers qui consomment énormément d'énergie, puisqu'il faut que ce soit constamment refroidi, hein, d'un ordinateur, sinon ça ne marche plus, ça tombe en panne. Donc les gros data centers qu'il y a de Google ou Facebook, etc., se sont installés près des Appalaches. Les Appalaches, et on voit, mais alors
c'est terrible à voir. Ils sont complètement scalpés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils extraient le charbon qu'il y a dans les Appalaches. Et en fait, sur des hectares et des hectares à perte de vue, c'est la désolation, quoi. Et voilà, donc sur ça. On verra tout à l'heure justement l'électricité qui est nécessaire pour cette économie numérique-là qui nous impose. Donc on verra tout à l'heure d'où ça vient réellement et quelle est réellement la part du renouvelable. Justement, c'est justement à côté. C'est justement après. Alors, vous avez ici un graphique qui a été fait par Marc Jancovici, j'ai présenté aussi la dernière fois, donc qui montre que donc entre 1900 et aujourd'hui, on a multiplié par 4 notre besoin, entre guillemets, en tout cas notre consommation d'énergie, pardon, non, d'électricité, non, d'énergie, oui, non, énergie, pardon. On l'a multiplié par 4 et ça c'était en 2012 et qu'en fait par rapport à ça donc vous avez donc les différentes couleurs, donc toute cette énergie provient donc en premier en bas, donc c'est le charbon, hein, donc toutes les industries de charbon, notamment donc on avait dans le nord de la France ou dans l'est. Ensuite vous avez la part donc en rouge de pétrole. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne donc le gaz naturel. Alors en sachant qu'actuellement, bon, le charbon c'est une ressource qui est assez bien répartie au niveau mondial, hein, il n'y a pas de réserve particulière. Par contre le pétrole, on sait que c'est bien sûr le Moyen-Orient, hein, voilà, d'où les turbulences qu'il y a dans cette zone du monde-là, évidemment, puisque ça attise les cupidités. Vu la consommation que nous avons, voilà, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Voilà. Et comment? Le Venezuela. Oui, aussi, ils en ont, c'est vrai. Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça que les États-Unis les chatouillent aussi un peu. Et en Syrie, il y a du gaz. Voilà, et c'est alors en fait pour aller d'Arabie, parce que les États-Unis, ils ont mis en place le pétrodollar. Comme quand ils ont abandonné l'étalon or, donc ils ont cassé les accords de Bretton Woods, donc c'était plus étalonné sur l'or, le dollar, ils l'ont étalonné sur le pétrole. Et ils ont fait un accord avec les États du Golfe et notamment l'Arabie Saoudite, de façon à stabiliser et d'obliger les États à payer tout leur pétrole avec des dollars. Et donc par rapport à ça, oui, donc eux ils ont un grand pipeline, alors qui fait, ils mettent, je sais plus, 40 jours je crois, pour aller de l'Arabie Saoudite jusqu'aux États-Unis. Et ils passent donc, tout ça passe dans l'Atlantique, quoi. Hein. Et donc ça met du temps, parce que c'est évidemment très, très loin. Mais le Venezuela, par contre, ça met que quelques jours, c'est à côté. Donc évidemment c'est beaucoup plus intéressant que ça passe par là et puis c'est moins risqué et puis y compris en maintenance. Bon voilà, bref. Donc ensuite le gaz naturel. Alors, gaz naturel, alors les grandes réserves de gaz naturel par contre, elles sont en Russie. Il y en a pas mal. Et puis le problème avec la Syrie aussi vient d'une poche de gaz aussi qui était entre le Qatar et voilà. Et donc la Syrie était au milieu et apparemment elle s'est mise un peu en travers, elle ne voulait pas que ce pipeline passe, donc voilà. Ensuite, donc en bleu un peu turquoise, là vous avez l'hydraulique. Donc nos barrages électriques, en France on en a pas mal. Hein. Ensuite vous avez le nucléaire en jaune. Le jaune un petit peu plus marron, là, que vous distinguez peut-être pas bien, c'est du bois, hein, les chauffages au bois, ce genre de choses. Et puis tout là-haut, là, un petit c'est assez autre. Et dans autre, vous trouvez justement tout ce qui est renouvelable, donc éolienne, voilà, solaire. Alors tout ce qui est évidemment qui envahit nos écrans, on ne parle que de ça. Mais en fait, il ne représente même pas 4% de la production énergétique.
Voilà, donc il faut savoir aussi par rapport à ça que pour l'énergie, l'économie numérique, j'ai parlé donc dans la pollution cachée d'Internet, j'ai parlé, mais il faut savoir aussi que pour construire un ordinateur, surtout que maintenant tout ça est fabriqué en Chine, ou autre, avec le transport et tout, ça consomme en équivalent CO2, c'est énorme en fait. Rien que pour construire ça, donc au niveau minier et aussi donc des terres rares. Là, bon, pour finir sur ça, en gros, on voit que toutes les fameuses révolutions industrielles se sont faites toujours avec en effet l'augmentation aussi de la consommation d'énergie, et qu'en fait avec la croissance, et c'est notamment la thèse que défend Marc Jancovici, avec la croissance évidemment on augmente aussi l'extraction et l'épuisement des ressources, puisqu'à chaque fois qu'il y a eu de la croissance, c'était en effet en exploitant plus de ressources naturelles. Mais que ce qui est dit renouvelable représente très peu de choses. Alors, pour voir un petit peu plus précisément au niveau du coût réel, parce qu'on nous dit que ces énergies renouvelables c'est gratuit, puisque le vent c'est gratuit, et le soleil aussi, il y en a à profusion, c'est inépuisable. Donc, mais là, en fait, quand Jérémy Rifkin ou M. Hulot disent que en fait, ça a un coût qui est quasiment nul, puisque c'est gratuit, en fait, c'est faux, parce qu'ils ne prennent en compte que le coût marginal, mais en fait, vous avez un coût réel. Donc, on a déjà vu un petit peu, pour transporter l'information, mais il faut construire tout ça, ces éoliennes, et puis il faut en faire la maintenance, et puis il faut aussi que ça soit transité, donc on ne peut pas stocker, donc il faut qu'il y ait des régulateurs, voilà, et tout ça n'est pas pris en compte quand on dit que c'est gratuit, et que c'est magique, et que c'est super, parce qu'en fait, tout à l'heure, là, le pétrole ou le gaz, c'est pareil, c'est gratuit pareil, parce que, ça, on le paye pas, on le pompe, c'est tout. Et le solaire, c'est pareil, on le capte et puis on le transmet en électricité. Donc c'est exactement la même chose. Sauf que, en effet, par rapport à ça, vous avez, au niveau des stocks des énergies fossiles, une limite. Alors qu'en effet, a priori, le vent et le soleil, il y a pas forcément de pic, voilà. Mais sinon, en termes de coût de ce que peut être, donc ce n'est pas du tout gratuit. Et au contraire, c'est tellement gratuit qu'il y a une évaluation que j'ai trouvée sur un site de EDF, d'Ariège, et qui disait que en gros, donc un barrage, en gros, sur le vrai coût, ça coûtait entre 20 et 40 euros le mégawattheure. Pour le charbon, l'uranium, ça coûtait entre 40, donc l'uranium c'est le nucléaire, entre 40 et 60 mégawatts. Pour le gaz, entre 60 et 80, donc on reste dans le double. Par contre, pour tout ce qui est éolien, donc sur les vents de terre, c'est entre 80 et 120 euros, donc le mégawattheure. En mer, c'est entre 80 et 211 euros. Et alors, le pompon, c'est pour le solaire. C'est entre 180 minimum euros mégawattheure, voire jusqu'à 500 euros le mégawattheure. Alors, pourquoi notamment? Parce que ce sont des ressources qui sont peut-être tout le temps là, enfin, qui ne sont pas épuisables, on va dire. Mais par contre, quand il n'y a pas de soleil, quand il n'y a pas de vent, c'est un dispositif qui, du coup, ne produit pas. Voilà. Donc, pour produire la même quantité d'électricité, il faut plus de temps, donc c'est moins rentable. Voilà. Et donc, alors,
par rapport à ça, donc le tableau d'avant c'était au niveau mondial, hein, mais là j'ai mis, alors c'est un peu palo, mais au niveau français, hein, comment ça se fait, parce qu'en effet on a eu une politique après la Seconde Guerre mondiale de justement s'émanciper hein, du pétrodollar, etc., et en développant le nucléaire. Et en effet, vous avez par rapport à ça donc, les graphiques donc, qui expliquent en gros que par rapport que vous avez ici, alors c'est sur la deuxième, ça c'est tout ce qui concerne le renouvelable, hein, les 4% de l'autre fois. Alors le renouvelable c'est ici, hein, ça représente chez nous 17%. Mais dans le renouvelable, qu'est-ce qu'ils y mettent? En fait, ils y mettent aussi l'hydroélectricité. Voilà. Donc, et cette partie-là, là, les 17%, donc ça c'est le parc électrique français. Vous avez donc le bleu, ben, c'est l'hydroélectricité, ce sont nos barrages. Donc nous, dans notre renouvelable, on a en effet ben, cette richesse-là, l'or bleu aussi, on l'appelle, hein, qui sont en train de privatiser justement. Dimanche d'ailleurs, il y a... Ils essayent. Non, non, Nicolas Hulot a donné son accord là. Ouais. Et EDF, j'allais dire après, mais EDF a interdiction, parce qu'ils ont été mis en demeure par la Commission européenne, ils ont interdiction de se positionner sur plus de 50% des appels d'offres. Voilà, parce qu'ils estiment que ça fausserait la concurrence. Voilà, et donc vous avez donc les barrages, puis et ensuite vous avez bon, ça représente vraiment très peu, hein, donc c'est sur les 17%, donc en gros ça représente vraiment peu de choses, hein, l'éolien et le solaire ou l'hydrogène.